sexe et le genre, en fait, ont été conçus de différentes manières. Les instituts de recherche en santé du Canada décrivent le sexe comme référent à toutes les dimensions biologiques, anatomiques, chromosomiques, par exemple, et le genre comme référent davantage aux caractéristiques psychosociales que la société vient en fait un peu forger sur ce que l'on perçoit comme être une anatomie qui devrait être assez déterminante dans notre manière de concevoir le monde. Et cette idée, en fait, c'est que le genre vient se greffer par-dessus, parfois, dans un modèle. Ensuite, cette vision, elle n'est pas toujours endossée, en fait, puis il y a trop de modèles, je pense, pour qu'on fasse le tour maintenant. Mais le problème, dans cette identification d'une mention de genre séparée, c'est que l'on fait quand même prédéterminer le sexe comme une mention qui devrait prévaloir, qui devrait nous identifier, alors que dans les faits, ce n'est pas la manière dont les gens se perçoivent. On se perçoit davantage à travers notre genre, à travers la manière dont on se présente, à travers les rôles que l'on occupe. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec nos chromosomes, ça n'a pas grand-chose à voir avec le sexe anatomique ou ce qu'on peut avoir sous les vêtements, en fait. Donc, cette idée que l'on devrait faire prédominer le genre, elle repose simplement sur cette idée très simple que c'est comme ça qu'on se présente. Donc, on ne se présente pas en fonction de nos organes génitaux. On se présente à travers des rôles, à travers un habillement, des vêtements, une manière de se présenter. Et donc, il n'y a aucune raison d'accorder tant d'importance aux organes génitaux. Pour compléter, en fait, dans les revendications des personnes trans non-binaires, lorsqu'on dit que le sexe et le genre n'est pas la même chose, la principale chose, en fait, qu'on veut dire, c'est que, dans le fond, on veut mettre fin l'association d'organes génitaux spécifiques à un genre spécifique. Grosso modo, ce qu'on veut dire encore plus vulgarisé, c'est qu'on veut mettre fin à l'association que pénis égale homme, vulve égale femme. Parce que cette association-là et cette affirmation-là, en fait, c'est ce qui, en fait, renie l'existence des personnes trans. Ils nous considèrent, en fait, que soit qu'on n'existe pas, qu'on est anormaux, qu'on est marginaux, tout simplement, en fait. Donc, le sexe, c'est pas juste des caractéristiques biologiques. En fait, là, on peut le déballer avec vous, mais généralement, on parle de corps sexué qui fait référence, oui, à la génétique, mais également aux hormones et, oui, aux caractéristiques sexuelles primaires et secondaires, dont les organes génitaux. Ça en fait partie. Après, la dichotomie qui existe du sexe qu'on a entre hommes et femmes ne reflète pas non plus la réalité biologique, et ça, on le sait, en fait. La réalité biologique, elle est beaucoup plus large que dichotomique. Et cette idée-là qu'on a créée de sexe dichotomique, en fait, c'est en soi un peu socialement construit, alors que le genre, ben ça, oui, fait référence, en effet, plus à notre identité, donc au fait que ben, le nom que j'utilise, les pronoms que j'utilise, la façon dont je me présente, donc qui, elle, en fait, va généralement tirer plus vers le masculin, le féminin, soit aucun des deux, soit entre les deux, ce qui aussi représente, en fond, les réalités des personnes non-binaires qui, des fois, ne s'identifient même pas sur ce spectrum-là, masculin-féminin. OK. Dans l'éventualité où, dans le fond, le statut actuel des choses, c'est on peut changer de sexe sans qu'on ait subi d'opération. Et la notion d'identité de genre n'existe pas dans le corpus. Dans les lois québécoises, ça n'existe pas. Je donne un exemple. Le fédéral, lui, ce qu'il fait relativement au passeport canadien, c'est qu'il fait en sorte qu'on s'identifie sur le passeport canadien par M, F ou X pour les personnes non-binaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là? C'est la position qui est la nôtre, c'est la position qui est largement partagée. À ce moment-là, on se retrouve dans une situation où c'est uniquement le sexe qui change. Donc, le processus d'identification, la personne va choisir le sexe sur lequel elle souhaite être identifiée, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'identité de genre qui est inclus dans la législation. Effectivement, mais je pense en fait qu'il faut distinguer le sexe de la mention de sexe. Alors, je pense que quand on dit le sexe, si on parle de la mention de sexe comme étant un facteur d'identification sur des papiers d'identité. On ne parle pas de l'anatomie, on ne parle pas des organes génitaux. Alors, à cet égard-là, je pense que... Mais ça, le point que vous faites actuellement, c'est un point qui est important, là, puis je pense qu'il faut l'expliquer, c'est que vous dites, écoutez, ça ne sera pas en cohérence, supposons, à ce que vous avez dans vos pantalons nécessairement,
mais c'est ce que, dans le document officiel que je vais présenter, mais à ce moment-là, mon processus d'identification va dire, même si j'ai un organe masculin, un organe génital masculin, il va pouvoir être identifié comme de sexe féminin sur le document officiel. Donc ça, c'est une avenue que vous proposez. Exact. Mais à ce moment-là, on évacue la notion d'identité de genre. C'est-à-dire qu'on ne l'évacue pas, on remplace la mention. C'est-à-dire que la mention de sexe reflète l'identité de genre de la personne, ce qui est le meilleur compromis possible pour assurer son autodétermination, pour assurer sa vie privée. Donc, c'est comme si on venait assimiler l'identité de genre au sexe. On vient un peu fusionner les concepts, là. Bien, je ne suis pas juriste, mais je pense que c'est déjà le cas depuis la fin des années 90, peut-être même un peu avant, où déjà les plaintes, par exemple, basées sur l'identité de genre, passaient déjà dans la question du sexe. Alors, il n'y a pas de... Il y a apparemment pas de préjudice, en fait, à considérer les choses de cette manière. Il n'y a que des gains, que des gains en termes de respect de la vie privée, notamment. OK. Sur la question là, des personnes non-binaires, dans votre mémoire, vous dites environ 4 personnes non-binaires sur 10 au Canada préféreraient le retrait complet de tout marqueur de sexe ou de genre pour tout le monde, notamment pour des raisons de sécurité. Donc, ça, c'est la proposition de 40 %. Est-ce qu'on doit déduire que la majorité, 60 % eux, ils préfèrent conserver la mention de sexe, mais de pouvoir l'identifier, supposons avec un X, donc avec un terme qui n'est pas H ou F, pour homme, c'est ça, d'avoir un marqueur distinct. Ça dépend en fait, ça peut varier, ça dépend des personnes. C'est souvent une question de sécurité, en fait. C'est de gager qu'est-ce que je peux mettre qui, de un, ben, je veux être reconnu, je veux avoir les papiers qui correspondent à mon identité de genre, de un, mais des fois, c'est pour certaines personnes, ben, c'est trop risqué, dépendamment des milieux dans lesquels tu vis, où tu travailles, qui est ta famille. Certaines personnes, mettons, qui vont avoir une apparence plutôt masculine ou plutôt féminine, vont peut-être préférer garder une mention de sexe qui correspond peut-être pas à leur identité de genre, mais pour des raisons de sécurité, ils voudraient garder un M ou un F. Après, certaines personnes se sentiraient très à l'aise d'avoir un X, parce que c'est ce qui représenterait vraiment leur identité. Et d'autres personnes préféraient peut-être, en effet, ne juste pas avoir de marqueur de genre, parce que des fois, c'est peut-être plus facile que ce soit juste pas écrit. Ça évite moins d'être confronté à ça constamment. Donc, les gens vont peut-être pas remarquer que c'est pas là, tout simplement. Donc, tous ces choix-là, en fait, c'est au final une question de « je veux être reconnu également, je veux que mon droit à la dignité et à l'égalité soit reconnu, mais je veux aussi, en fait, être en sécurité. » Puis les choix qu'on fait sont en fonction de ça aussi. OK. Une autre de vos propositions que vous faites, c'est relativement à la notion de parent sur l'acte de naissance. Dans le fond, vous dites on devrait offrir à tout le monde de pouvoir inscrire la notion de parent. Donc, pas uniquement, supposons, mère-mère, père-mère, père-père, parce que là, nous, ce qu'on développait, c'est pour faire en sorte que les personnes non-binaires puissent s'identifier comme parents, puisqu'ils ne s'identifient pas soit comme père, soit comme mère. Vous vous dites, OK, sauf que offrir cette possibilité-là également aux pères et aux mères qui voudraient s'identifier également comme parents. Pourquoi faire cette proposition-là? D'abord parce qu'on souhaite éviter que la mention parent identifie un sous-groupe. Donc, vraiment, cette question du dévoilement forcé, elle est centrale dans toutes nos propositions et c'est ce qu'on essaie d'éviter par toutes les propositions. Si on a une mention parent qui est réservée à un sous-groupe spécifique, il n'y a pas de différence entre avoir une étiquette sur soi et la mention. Donc, l'idée, c'est vraiment toujours d'éviter le dévoilement forcé dans toutes les situations. Et évidemment, ça ne veut pas dire que des gens ne choisiraient pas de mettre un X comme mention de sexe, ça ne veut pas dire que des gens ne choisiraient pas la mention parent. Mais l'idée, c'est que quand elles vont le faire, elles vont choisir, dans le cas de la mention X par exemple, ce dévoilement, et elles vont le choisir pour elles-mêmes. Personne ne va leur imposer. Pour la mention parent, en fait, on va simplement dissocier cette association systématique, et donc ce ne sera plus un dévoilement. Donc, vous dites, puisqu'on l'offre à tout le monde, il n'y a pas de mécanisme qui va faire en sorte de dire, bien,
on va cibler puis on sait que vous êtes une personne non-binaire spécifiquement. Mais à l'inverse, ça ne veut pas dire que les gens qui s'identifient comme père et mère vont utiliser l'expression parent, mais ils pourraient décider de le faire pour dire, ben écoute, moi, sur l'acte de naissance, je veux qu'il soit identifié parent. C'est un peu ça? Exact. OK, parfait. Sur la question, on a abordé la question de l'identité de genre, le sexe, de la façon dont c'est perçu en fait, le processus d'identification. Les craintes là, de la communauté, là, moi, je souhaite les rassurer puis dire qu'on prend en considération vraiment leurs arguments. Puis c'est pour ça qu'on dit dès le départ, on ajuste le projet de loi puis on va travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux particuliers que vous voudrez porter à l'attention de la commission pour dire, écoutez, ça, c'est vraiment important pour s'assurer que les personnes issues de la communauté, qu'ils soient trans ou non-binaires, ça, c'est vraiment important là, pour la communauté de dire, soyez sensibles à ces différentes modalités-là. Est-ce qu'on parle de modalités là, qui ont pas en lien avec le projet de loi présentement? Ben oui, en lien avec le projet de loi. Je pense que la chose la plus importante, en effet, c'est que l'accès au changement de la mention de sexe, c'est vraiment comme subordonné à aucun traitement chirurgico-médicaux. Donc, ça inclut également hormones, donc tout changement là, qui implique vraiment le corps. Donc, ça, il faut vraiment que ce soit facile et accessible. Le but, c'est d'enlever le plus d'obstacles possible. Au-delà de ça, de ce qu'on a discuté dans le mémoire, j'aurais pas nécessairement d'autres choses à apporter. Je ne sais pas si mon collègue voudrait compléter. En fait, on a choisi d'aborder ces 4 points-là spécifiquement. D'autres organisations, d'autres organismes aborderont des points plus spécifiques dans le cours des prochains jours. OK.